Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Gilbert Bécaud n'était pas un chanteur comme les autres. Dès qu'il posait les mains sur son piano, la salle devenait un volcan. Ses chansons, et maintenant Nathalie, L'important c'est la rose, avait fait le tour du monde. On l'appelait Monsieur 100 volt parce que chaque concert ressemblait à une déflagration. Mais derrière les triomphes et les applaudissements, il y avait un homme entier, nerveux, explosif. Bécaud ne supportait pas la tiédeur, ni l'hypocrisie. Il adorait ou il détestait. Et lorsqu'il détestait, il ne s'en cachait pas. Dans un milieu artistique où l'on s'offre des sourires de façade, lui préférait la vérité brutale, quitte à choquer. Sa carrière fut jalonnée de rencontres mémorables, mais aussi de confrontations douloureuses. Des artistes qu'il respectait, il en avait beaucoup. Mais des artistes qu'il ne pouvait pas supporter, il en avait aussi, et non des moindres. Bécaud ne cherchait pas à régler des comptes. Il exprimait simplement ce qu'il avait toujours pensé. Certains collègues lui étaient insupportables, que ce soit pour leur style, leur attitude ou leur mépris affiché. Et c'est ainsi qu'à l'heure où d'autres se retirent dans le silence, Bécaud choisit l'aveu. À 74 ans, déjà affaibli mais toujours habité par la même intensité, il confia une liste secrète. Une liste de 6 noms. 6 artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture. Ce soir-là, la confession fit l'effet d'un coup de tonnerre. Car derrière l'icône adulée, on découvrait enfin l'homme blessé, sans filtre, qui osait révéler les visages de ses rancunes les plus profondes. Numéro 1, Charles Aznavour. Parmi tous les artistes de sa génération, Charles Aznavour fut sans doute celui que Gilbert Bécaud supportait le moins. Non pas par hasard, mais parce qu'ils incarnaient 2 visages opposés de la chanson française. L'un, Bécaud, explosif, théâtral, prêt à tout pour électriser la salle. L'autre, Aznavour, sobre, contrôlé, préférant la confidence à la tempête. Dès leur début, la rivalité fut palpable. Ils fréquentaient les mêmes cabarets, les mêmes plateaux, mais jamais le même univers. Bécaud voulait que chaque note frappe comme un coup de poing. Aznavour choisissait la retenue, l'économie de gestes, la subtilité des mots. 2 visions inconciliables. Très tôt, la presse alimenta le duel. On parlait d'Aznavour comme du poète discret et de Bécaud comme du volcan électrique. Ce jeu d'étiquettes agaçait profondément Gilbert. Il refusait d'être réduit au rôle de bête de scène, comme si ses chansons n'avaient pas de profondeur. Il en voulait à Aznavour d'incarner, aux yeux du public cultivé, l'artiste sérieux, pendant que lui restait catalogué comme le showman. Bécaud ne mâchait pas ses mots. Devant ses proches, il lâchait souvent. Aznavour calcule trop, il chante avec sa tête, pas avec son sang. Pour lui, c'était la pire critique qu'on puisse faire à un chanteur. À l'inverse, Aznavour ironisait dans la presse. « Hurleur, ce n'est pas toujours chanter », une phrase que Bécaud prit comme une attaque personnelle. Les producteurs, les directeurs de salle, tous savaient que les mettre ensemble sur une même affiche, c'était jouer avec le feu. Lorsqu'ils se croisaient dans les loges, l'air devenait lourd. Pas d'insultes, pas de scandale public, mais des regards glacés, des silences qui disaient tout. Pour Bécaud, Aznavour représentait une présence obsédante. Toujours là, toujours comparé à lui, toujours mis en balance. Cette rivalité ne s'effaça jamais. Et quand vint le moment de dresser la liste des artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture, Charles Aznavour apparut naturellement en tête. Leur rivalité ne resta pas dans l'ombre. Elle éclata plusieurs fois, en public comme en coulisses. En 1965, lors d'un gala à l'Olympia, Aznavour et Bécaud se retrouvèrent programmés le même soir. Dans les loges, l'atmosphère était électrique. Bécaud, nerveux, répétait au piano. Aznavour entra, salua poliment, mais resta froid. Quelques minutes plus tard, alors qu'on lui demandait son avis sur Bécaud, il lâcha devant des journalistes. « Ce n'est pas mon style, il en fait trop. » La phrase fut reprise dans toute la presse. Bécaud ne l'oublia jamais. À la télévision, les confrontations étaient encore plus visibles. Dans une émission des années 70, un animateur osa poser la question directement « Aznavour et Bécaud, qui est le plus grand ?» Le silence qui suivit fut lourd. Bécaud esquissa un sourire forcé, mais son regard trahissait une irritation profonde. Aznavour, lui, répondit calmement « Nous faisons 2 métiers différents », une réponse faussement neutre qui sonnait comme une mise à distance. En réalité, chacun méprisait le style de l'autre.
Bécaud trouvait qu'Aznavour n'avait pas d'énergie, qu'il parlait plus qu'il ne chantait. Il répétait souvent à ses proches. Il murmure à des fauteuils vides. Aznavour, de son côté, voyait en Bécaud un acteur excessif, incapable de nuances. Il disait, à demi-mot, Bécaud confond puissance et émotion. Deux pics, deux visions irréconciliables. Le temps n'apaisa rien. Même à l'étranger, leur carrière restait comparée. Quand Aznavour triomphait à New York, Bécaud sentait que la presse le présentait comme l'autre grand chanteur français. Cela le rongeait. Lui qui avait tout donné sur scène, jusqu'à l'épuisement, voyait en Aznavour un concurrent constant, une ombre agaçante qui revenait toujours. Dans ses dernières confidences, Bécaud fut clair. Aznavour faisait partie de sa liste noire, pas seulement comme rival artistique, mais comme symbole de tout ce qu'il ne supportait pas. La froideur, la retenue, le calcul. Pour lui, Charles Aznavour n'était pas un frère de scène, mais un adversaire de toujours. Numéro 2. Serge Gainsbourg. S'il y avait un artiste que Bécaud ne pouvait absolument pas comprendre, c'était Serge Gainsbourg. À ses yeux, ils appartenaient à deux planètes différentes. Bécaud incarnait la ferveur, l'excès vital, le spectacle total. Gainsbourg, lui, cultivait le cynisme, la provocation, l'art de choquer. Deux pôles incompatibles, condamnés à se repousser. Leur première rencontre eut lieu dans les coulisses d'une émission télévisée en 1966. Bécaud, nerveux comme toujours, répétait inlassablement au piano. Gainsbourg entra, cigarette à la main, l'air nonchalant, presque méprisant. Il observa la scène quelques secondes, puis lança, assez fort pour être entendu. Voilà l'électricité, mais sans poésie. Le coup porta. Bécaud, rouge de colère, referma brutalement le couvercle de son piano. Pour lui, c'était plus qu'une remarque, une insulte. Dès lors, la presse s'empara de leur opposition. Les journalistes adorèrent opposer l'homme au piano bleu et l'enfant terrible de la chanson. Bécaud, populaire, chaleureux, rassemblant des salles entières. Gainsbourg, sombre, provocateur, séduisant une jeunesse rebelle. Deux France se faisaient face, celle du lyrisme et de l'émotion collective, et celle du détachement ironique. Bécaud, fidèle à sa franchise, ne mâcha pas ses mots. À ses proches, il disait « Gainsbourg n'a aucun respect. Ce n'est pas un artiste, c'est un provocateur. » À ses yeux, la chanson devait unir, élever. Gainsbourg, avec ses scandales, ses mots crus, ses gestes calculés, représentait exactement l'inverse. De son côté, Gainsbourg ne ménageait pas non plus son jugement. Dans une interview des années 70, on lui demanda ce qu'il pensait de Bécaud. Il répondit en haussant les épaules « Trop de sueur, pas assez de subtilité ». Bécaud la prit et fulmina. Pour lui, la sueur n'était pas un défaut, mais la preuve d'un engagement total. Chaque apparition commune était une épreuve. Lorsqu'ils se retrouvaient sur un même plateau, la tension se voyait à l'écran. Gainsbourg, impassible, lançait ses piques avec un demi-sourire. Bécaud, bouillonnant, répliquait par des regards lourds de colère. Jamais un duo, jamais une chanson partagée, rien que du mépris réciproque. Dans ses confidences, Bécaud l'avoua clairement. Serge Gainsbourg figurait parmi les artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture, parce qu'il incarnait tout ce qu'il refusait. L'ironie, le détachement, le scandale. Là où Bécaud brûlait pour enflammer la foule, Gainsbourg choisissait de provoquer pour déranger. Avec le temps, l'opposition entre Bécaud et Gainsbourg ne fit que s'accentuer. Ils ne se cherchaient pas, mais chaque rencontre devenait un affrontement silencieux. Dans les années 70, un producteur de télévision tenta l'expérience risquée de les inviter ensemble sur un même plateau. L'idée était de réunir deux monstres sacrés de la chanson française. Le résultat fut glacial. Gainsbourg, affalé sur son fauteuil, la cigarette au coin des lèvres, lança d'une voix traînante « Moi, je préfère murmurer plutôt que hurler ». Bécaud ne réagit pas à l'écran, mais son poing serré sur le bras du siège en disait long. Les deux hommes n'avaient aucune estime réciproque. Pour Bécaud, Gainsbourg représentait la décadence. Un artiste qui choquait pour masquer le manque de sincérité. Il ne comprenait pas qu'on puisse admirer un homme qui, selon lui, crachait sur la chanson française. Il le répétait souvent, « La provocation, ce n'est pas du talent ». Gainsbourg, au contraire, considérait Bécaud comme un symbole d'un passé qu'il fallait bousculer.
Dans son cercle privé, il l'appelait parfois le cabotin du piano. Un épisode marqua durablement leur rupture définitive. En 1981, lors d'une réception privée organisée après un gala, les deux hommes se croisèrent autour d'un verre. Beko, déjà irrité par les propos récents de Gainsbourg dans la presse, lui lança directement « Tu te prends pour un poète, mais tu n'es qu'un provocateur ». Gainsbourg, imperturbable, répondit avec un sourire glacé « Et toi, tu te prends pour un volcan, mais tu n'es qu'un feu d'artifice ». Ça fait du bruit, ça éclaire un instant, et puis ça s'éteint. Le silence qui suivit fut plus violent que n'importe quel cri. À partir de ce moment-là, Beko n'eut plus jamais un mot positif pour Gainsbourg. Il le plaça dans cette catégorie d'artistes qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter. Ce n'était pas une rivalité comme avec Aznavour, où la compétition artistique jouait un rôle. Ici, c'était une question de valeur, presque de morale. Beko croyait en la chanson comme un acte d'amour, d'énergie vitale. Gainsbourg croyait en la chanson comme un terrain de provocation et de scandale. Deux visions irréconciliables, deux mondes qui ne se comprendraient jamais. Et dans ses aveux les plus francs, Beko plaça Serge Gainsbourg sans hésiter dans sa liste noire. Pour lui, c'était une évidence. Jamais il n'avait parlé le même langage. Numéro 3. Léo Ferré. S'il y eut un artiste qui irrita profondément Gilbert Bécaud, ce fut Léo Ferré. Non pas à cause d'une rivalité de carrière, mais parce que leur conception de la chanson était diamétralement opposée. Bécaud croyait à l'émotion immédiate, au spectacle incandescent, à la communion avec le public. Ferré, lui, défendait une chanson intellectuelle, politique, parfois sombre, presque hermétique. Deux visions inconciliables. La première fois qu'ils se rencontrèrent, ce fut lors d'un débat radiophonique à la fin des années 60. Ferré parlait de l'art comme d'une arme, un outil pour dénoncer la société, pour renverser les puissants. Bécaud, assis en face, l'écoutait avec un sourire crispé. Quand vint son tour, il déclara simplement « Moi, je fais de la chanson pour donner de l'énergie, pas pour donner des leçons. » Le ton était donné. La discussion, tendue, fut relayée dans la presse comme un affrontement symbolique. Le tribun contre le showman. Ferré ne ménagea jamais ses mots à propos de Bécaud. Dans une interview, il le qualifia de « saltimbanque pour foule docile ». Une phrase que Bécaud prit comme un coup de couteau, car s'il y avait bien quelque chose qu'il ne supportait pas, c'était qu'on réduise son art à une simple distraction populaire. Pour lui, chaque concert était un don de soi, une bataille. Ferré, en le traitant ainsi, lui enlevait toute légitimité artistique. En retour, Bécaud reprochait à Ferré de mépriser le public. Il disait « Ferré parle pour convaincre, moi je chante pour toucher ». Ce désaccord profond s'accompagnait d'un ressentiment personnel. Bécaud, homme d'instinct et de passion, voyait dans Ferré un donneur de leçons, enfermé dans ses théories et ses colères politiques. Les rares fois où ils partagèrent une affiche collective, l'atmosphère était glaciale. Ferré, silhouette sombre, s'adressait au public avec gravité, lançant des textes militants. Bécaud, qui passait après, envoyait des refrains flamboyants comme des éclairs. Mais dans les coulisses, aucun mot, aucun regard. Deux mondes qui se croisaient sans jamais s'effleurer. Pour Bécaud, la chanson devait rester une fête, une énergie vitale. Pour Ferré, elle devait être une arme, une dénonciation. Et c'est précisément cette divergence fondamentale qui fit que Gilbert Bécaud ne put jamais supporter Léo Ferré. À ses yeux, cet homme transformait la chanson en tribunal et lui refusait ce procès permanent. Les tensions entre Bécaud et Ferré ne furent jamais de simples désaccords artistiques. Elles se transformèrent en un mépris réciproque, parfois exprimé publiquement. Ferré, fidèle à son franc-parler, attaquait sans détour. Dans une interview au début des années 70, il déclara « Bécaud, c'est la chanson spectacle, un feu d'artifice qui s'éteint dès que la dernière note tombe. » Une phrase assassine qui fit le tour de la presse. Bécaud fulmina. Pour lui, ces concerts n'étaient pas de simples divertissements. C'était sa vie, son sang, son identité. La riposte vint en coulisses, lors d'un gala de charité où ils furent invités ensemble. Bécaud, excédé par l'attitude hautaine de Ferré, lui lança « Toi, tu prends les gens de haut. Moi, je chante pour eux, pas contre eux. » Ferré, impassible, répondit sèchement « Chanter pour amuser,
c'est déjà les mépriser. Les témoins se souviennent du silence glacé qui suivit. Deux visions du monde venaient de s'entrechoquer, et l'écart devenait infranchissable. Leurs confrontations restèrent marquées par cette opposition fondamentale. Ferré utilisait la scène comme une tribune, martelant ses convictions politiques. Bécaud considérait cette posture comme une trahison de l'essence même de la chanson. Il confia un jour à un proche « Ferré veut changer le monde avec des mots. Moi, je veux juste le faire vibrer. » Cette phrase résumait l'abîme qui les séparait. Avec le temps, la rancune ne fit que grandir. Bécaud, irrité, refusait systématiquement toute idée de collaboration. Ferré, de son côté, évitait toute proximité, mais continuait à lancer des pics dans ses interviews. L'opinion publique, elle, adorait cette opposition. Deux monuments, deux styles, deux visions irréconciliables. Dans ces dernières années, Bécaud plaça clairement Léo Ferré sur sa liste noire. Pas seulement parce qu'il ne l'aimait pas personnellement, mais parce qu'il voyait en lui une négation de ce qu'il défendait. La chanson comme énergie vitale, comme partage immédiat. Pour lui, Ferré incarnait le mépris déguisé en art, et cette blessure, Bécaud ne la pardonna jamais. Numéro 4. Mireille Mathieu. Au départ, tout laissait croire que Gilbert Bécaud et Mireille Mathieu formeraient un tandem solide. Elle, la demoiselle d'Avignon, devenue en quelques années l'héritière annoncée d'Édith Piaf. Lui, Monsieur 100 volt, compositeur respecté et bête de scène. Bécaud lui écrivit même quelques chansons et l'encouragea au début de sa carrière. Mais très vite, derrière les sourires médiatiques, les tensions éclatèrent. La personnalité de Bécaud joua un rôle déterminant. Sur scène, il refusait de partager la lumière. Quand Mireille chantait à ses côtés, il imposait son rythme, ses gestes, son énergie débordante. Plusieurs fois, lors de spectacles communs, elle raconta avoir eu l'impression de se battre pour exister. Face à lui, Bécaud, lui, considérait que son intensité était une force que tout partenaire devait suivre. Un épisode marquant eut lieu lors d'une tournée internationale à la fin des années 70. Sur scène, Mathieu devait interpréter un duo avec Bécaud. Mais celui-ci, emporté par son élan, couvrit totalement sa voix, jouant du piano avec fracas, chantant plus fort qu'elle. En coulisses, la colère éclata. Mireille reprocha à Bécaud de ne pas respecter l'équilibre du duo. Il répondit sèchement « Sur scène, il faut de l'électricité. Si tu n'arrives pas à suivre, c'est ton problème. » Les mots blessèrent profondément la chanteuse. Leur collaboration devint de plus en plus difficile. Mireille, perfectionniste mais disciplinée, aimait la précision et la rigueur. Bécaud, imprévisible, improvisait sans cesse, refusant de se plier aux répétitions millimétrées. Les musiciens eux-mêmes se plaignaient de cette incompatibilité. D'un côté une chanteuse qui voulait la maîtrise, de l'autre un artiste qui ne jurait que par l'instinct. Peu à peu, la distance se creusa. Mathieu, interrogé plus tard, avoua que travailler avec Bécaud avait été épuisant, parfois insupportable. De son côté, Bécaud jugeait qu'elle manquait de feu, qu'elle était trop sage pour incarner la chanson telle qu'il la concevait. Il aurait confié « Elle chante juste, mais sans flamme ». Ainsi, ce qui devait être une alliance prestigieuse devint un champ de bataille discret. Derrière les applaudissements, la fracture était nette. Gilbert Bécaud et Mireille Mathieu ne s'entendaient pas. Pour lui, elle représentait cette froide discipline qu'il rejetait viscéralement. Avec le temps, la relation entre Gilbert Bécaud et Mireille Mathieu bascula définitivement dans la méfiance. Ce qui avait commencé comme une collaboration prestigieuse devint une cohabitation impossible. Les désaccords sur scène avaient laissé des cicatrices profondes. Dans les années 80, une rumeur circula à propos d'un concert télévisé annulé à la dernière minute. Bécaud devait y interpréter un duo avec Mathieu. Mais quelques heures avant l'enregistrement, il refusa catégoriquement de chanter avec elle. Le motif était brutal. Elle ne dégage pas assez d'énergie. Je ne peux pas monter sur scène avec quelqu'un qui chante comme une horloge. L'équipe de production dut improviser en urgence, et Mireille vécut cela comme une humiliation. De son côté, Mathieu, habituellement discrète, laissa transparaître son amertume lors d'une interview. « J'admire son talent, mais travailler avec lui est épuisant. » Derrière cette phrase polie, on devinait une rancune tenace. Elle reprochait à Bécaud son égoïsme scénique, son incapacité à partager l'espace. Bécaud, lui,
considérait qu'elle ne comprenait pas ce qu'était la vraie scène, cette communion brutale avec le public. Leur éloignement se confirma dans les années suivantes. Alors que d'autres grands noms de la chanson acceptaient des duos télévisés avec Mathieu, Beko refusa systématiquement. Les organisateurs savaient qu'il n'y avait aucune chance de les réunir. Même lors d'hommages collectifs à la chanson française, ils trouvaient un prétexte pour éviter sa présence. Dans ses confidences de fin de vie, Beko fut sans ambiguïté. Mireille Mathieu faisait partie des artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture. Non pas parce qu'elle l'avait offensé, mais parce qu'à ses yeux, elle incarnait une conception opposée de l'art, la discipline froide contre l'instinct brûlant. Pour lui, elle représentait tout ce qu'il rejetait, le contrôle, la mesure, l'absence de risque. Ainsi, l'admiration initiale se transforma en rejet définitif. Beko, fidèle à sa nature volcanique, ne pardonna jamais ce qu'il percevait comme une incompatibilité fondamentale. Et Mireille, de son côté, ne chercha plus à briser le mur. Entre eux, il ne resta que le souvenir amer d'une collaboration manquée. Numéro 5. Johnny Hallyday. Quand Johnny Hallyday explosa dans les années 60 avec ses guitares saturées et son énergie de rocker, beaucoup d'artistes de la génération précédente l'accueillirent avec curiosité. Pas Gilbert Bécaud. Pour lui, Johnny incarnait une menace. L'irruption d'un nouveau monde, bruyant, rebelle, qui bousculait les codes de la chanson française traditionnelle. Dès leur première rencontre, le fossé fut évident. Bécaud, pianiste et compositeur exigeant, croyait à la force des mélodies, à l'intensité des textes. Johnny, lui, misait sur la puissance brute du rock, les shows spectaculaires, la séduction des foules adolescentes. Deux publics, deux styles, deux univers qui ne pouvaient pas cohabiter sans friction. Un épisode marquant eut lieu lors d'un gala caritatif en 1967. Les organisateurs avaient eu l'idée de réunir la vieille garde et la nouvelle génération sur une même scène. Bécaud, déjà une star établie, fut programmé juste avant Johnny. Il donna un concert incandescent, martelant son piano, arrachant des ovations. Mais quand Hallyday arriva, entouré de ses guitares et de ses hurlements rock, la salle bascula aussitôt. Les jeunes se mirent à crier, à danser, et l'énergie sembla effacer celle de Bécaud. En coulisses, il fulmina « Ce n'est plus de la musique, c'est du vacarme ». À partir de là, Bécaud ne cacha plus son mépris. Pour lui, Johnny n'était pas un chanteur, mais un phénomène commercial. Il répétait « On peut remplir une salle en faisant du bruit, mais ça ne fait pas une chanson ». Ces paroles, rapportées par des proches, circulèrent rapidement. Johnny en fut informé et n'oublia jamais l'affront. Le conflit était aussi générationnel. Johnny représentait la jeunesse qui rejetait les codes établis. Bécaud, lui, portait l'héritage de la chanson française classique, celle qui parlait à toutes les générations. Voir un gamin s'emparer des foules avec 3 accords et une énergie brute lui était insupportable. Pour Bécaud, Hallyday incarnait une dérive, la chanson transformée en spectacle de masse sans profondeur. Et c'est précisément pour cette raison qu'il entra dans sa liste noire. Non pas pour une offense personnelle, mais parce qu'il représentait un monde nouveau que Bécaud ne voulait ni comprendre ni accepter. La fracture entre Gilbert Bécaud et Johnny Hallyday ne fit que s'approfondir au fil des années. Ils n'avaient pas seulement des styles différents, ils se méprisaient mutuellement. Bécaud voyait en Johnny un produit, façonné pour plaire à la jeunesse, un artiste sans profondeur. Johnny, de son côté, considérait Bécaud comme un représentant du vieux monde, incapable de comprendre la modernité du rock. Dans les années 70, une émission de télévision les réunit de nouveau. Invité à commenter l'ascension fulgurante de Johnny, Bécaud lâcha devant les caméras une phrase glaciale. « Remplir des stades ne veut pas dire faire des chansons qui resteront. » Le tacle fut violent et fit les gros titres le lendemain. Johnny, piqué au vif, répliqua dans la presse « Bécaud, c'est du théâtre. Moi, je vis ce que je chante. » La guerre était déclarée. Un autre épisode resta célèbre dans les coulisses de l'Olympia, en 1983. Les deux hommes devaient se croiser lors d'un gala collectif. Johnny arriva entouré de ses musiciens et de son staff imposant. Bécaud, voyant ce cortège, lança à haute voix « Il croit être Presley, mais il n'a pas la voix. » Johnny l'entendit. Il ne répondit pas directement, mais les témoins jurent avoir vu son regard se durcir comme de la pierre.
À partir de ce moment, les deux artistes s'évitèrent soigneusement. Aucune collaboration, aucune apparition commune, aucune photo officielle. Les producteurs savaient qu'il était impossible de les réunir. Même lors d'hommages nationaux à la chanson française, l'un venait quand l'autre refusait. Dans ses dernières confidences, Beko fut clair. Johnny faisait partie de ces artistes qu'il n'avait jamais pu voir en peinture. Pour lui, il incarnait le triomphe du vacarme sur la mélodie, de la foule en délire sur l'émotion intime. Johnny, de son côté, ne pardonna jamais le mépris affiché de Beko. Quand on lui parlait de Monsieur 100 volt, il se contentait de hausser les épaules et de lâcher « Ce n'est pas ma famille ». Deux hommes, deux énergies, deux visions de la musique. L'électricité contrôlée de Beko contre le feu sauvage de Johnny. Mais au lieu de se compléter, ils se rejetèrent comme deux pôles opposés. Et cette opposition marqua à jamais la mémoire des témoins de cette époque. Numéro 6. Barbara. Parmi les grandes voix de la chanson française, Barbara occupait une place singulière, sombre, fragile, d'une intensité bouleversante. On aurait pu croire que Gilbert Bécaud, homme de passion et de ferveur, aurait trouvé en elle une alliée. Mais il n'en fut rien. Leur rencontre se transforma rapidement en déception et en distance glaciale. Tout commença lors d'une émission de variété au début des années 70. Bécaud, fidèle à son style volcanique, venait d'achever un numéro étourdissant au piano. Barbara prit ensuite la scène, vêtue de noir, sa voix presque chuchotée. Le contraste fut total. Dans les coulisses, Bécaud commenta devant ses proches « C'est beau, mais c'est trop froid. Elle chante pour l'ombre, pas pour la vie. » Des mots qui en disaient long sur son incapacité à apprécier son univers. Barbara, de son côté, ne supportait pas l'excès de Bécaud. Elle trouvait son énergie bruyante, théâtrale, presque étouffante. Dans une interview, elle déclara sans le nommer « Certains confondent intensité et vacarme. » Bécaud comprit l'allusion et en fut profondément vexé. Leur incompatibilité se confirma lors d'un projet avorté. Un producteur avait proposé une collaboration, une chanson écrite par Bécaud, interprétée en duo avec Barbara. L'idée séduisait sur le papier, mais à la première répétition, le choc fut immédiat. Bécaud, emporté par son piano, voulait que Barbara projette davantage. Elle, fidèle à son style, refusait. L'essai tourna court et le projet fut abandonné. Les deux artistes ne cherchèrent plus jamais à travailler ensemble. Pour Bécaud, Barbara représentait une forme d'art qu'il rejetait, trop austère, trop introspective, incapable d'allumer le feu dans une salle. Pour Barbara, Bécaud incarnait tout ce qu'elle détestait. L'exubérance, la démonstration, le besoin de briller à tout prix. Dès lors, ils s'évitèrent. Aux rares occasions où ils se croisaient, les échanges se limitaient à des politesses glacées. Dans ses confidences, Bécaud admit qu'il n'avait jamais pu voir Barbara en peinture. Elle lui paraissait distante, inaccessible, comme enfermée dans son univers nocturne. Et cette froideur, lui qui vivait pour la chaleur du public, ne pouvait l'accepter. Avec le temps, l'incompatibilité entre Gilbert Bécaud et Barbara devint définitive. Ils ne cherchèrent même plus à dissimuler leur froideur. Là où d'autres artistes finissaient par se réconcilier après des années, eux restèrent chacun dans son univers, irréconciliables. Dans les années 80, un festival tenta de les réunir pour un hommage collectif à la chanson française. Bécaud refusa catégoriquement de participer si Barbara figurait sur l'affiche. À ses proches, il lâcha « Je n'ai rien à partager avec elle. Nous ne parlons pas la même langue. » La décision fit scandale dans le milieu, mais il n'en démordit pas. Pour lui, la simple idée de partager la scène avec Barbara était insupportable. De son côté, Barbara resta fidèle à son mépris silencieux. Interrogée à propos de Bécaud, elle répondit avec cette froideur légendaire « Ce n'est pas un chanteur qui m'émeut ». Une phrase courte, mais qui valait une condamnation définitive. Bécaud, qui vivait pour émouvoir, reçut cette déclaration comme une gifle. Leur dernier face-à-face eut lieu par hasard, lors d'une cérémonie privée au début des années 90. Ils échangèrent quelques mots de politesse, rien de plus. Les témoins racontent que le regard de Bécaud était dur, fermé, comme si la présence même de Barbara l'irritait. Elle, fidèle à son personnage, resta distante, presque absente. Ce fut leur ultime rencontre. Dans ses confidences de fin de vie, Bécaud fut clair. Barbara figurait sur sa liste noire. Non pas parce qu'elle l'avait offensé directement,
mais parce qu'il ne supportait pas sa manière d'incarner la chanson. À ses yeux, elle symbolisait une forme d'art sans chaleur, sans élan vital, tournée vers l'ombre plutôt que vers la lumière. Lui qui passait sa vie à enflammer des salles entières, ne pouvait accepter cette austérité. Ses paroles furent sans appel. Barbara chante pour les fantômes. Moi, je chante pour les vivants. Dans cette opposition radicale, tout était dit. Pour Beko, elle n'avait jamais appartenu à son monde, et jamais il ne lui accorda le moindre pardon. À la fin de sa vie, Gilbert Bécaud restait fidèle à lui-même, entier, incandescent, incapable de composer avec la tiédeur. Il avait donné ses forces, sa santé, son souffle pour la scène. Jusqu'au dernier mois, il continua de chanter, assis à son piano bleu, comme si chaque note était une bataille contre le silence. Sa confession sur ces artistes qu'il n'avait jamais pu supporter ne fut pas une vengeance, mais une vérité assumée. Bécaud n'était pas homme de demi-mesure. Il aimait avec excès, il détestait avec la même intensité. Derrière les rancunes, il y avait toujours la passion d'un homme qui exigeait tout de la chanson et de ceux qui la servaient. Ses ennemis, il les avait nommés sans détour. Aznavour, Gainsbourg, Ferré, Mathieu, Hallyday, Barbara. Chacun, à sa manière, incarnait pour lui une blessure, une opposition, une incompatibilité fondamentale. Mais à travers cette liste noire, c'est aussi un autoportrait qu'il dessinait, celui d'un artiste qui refusait le compromis, qui ne supportait ni le cynisme, ni la froideur, ni le vacarme inutile. Le 18 décembre 2001, à Paris, le rideau tomba pour la dernière fois. Bécaud s'éteignit, laissant derrière lui des chansons qui continuent de résonner. Et maintenant, l'important c'est la rose, Nathalie. Autant de mélodies gravées dans la mémoire collective. Ses colères, ses rancunes, ses inimitiés s'effacèrent alors, ne laissant que la trace indélébile de son énergie. Peu, être qu'au fond, Bécaud savait que ses adversaires faisaient partie de son histoire. Sans eux, il n'aurait pas eu à défendre avec tant de rage sa propre vision de la chanson. La rivalité, la confrontation, les blessures, tout cela n'était que les ombres nécessaires d'une lumière plus grande. Et aujourd'hui, lorsqu'on écoute sa voix s'élever une dernière fois, on comprend que ces rancunes n'étaient que le revers d'une même médaille, l'amour inconditionnel d'un homme pour son art. Il ne parla plus jamais à ceux qu'il ne supportait pas, mais peut être, comme il le confia un jour à demi-mot, le silence aussi est une réponse.